Pour Donald Trump, les mots n'ont pas de valeur. Parce que pour Donald Trump, ça fait 55 ans qu'il passe sa vie devant des micros et des caméras. Donc pour Donald Trump, les mots et les caméras sont un jeu. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gérard Vespierre. Gérard, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et on va dire spécialiste du dossier américain. Et avec vous, on a besoin encore une fois de mieux comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes capable de nous dire ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, mais en tout cas, du côté d'Israël, on est très préoccupé par ces volte-face, ces revirements du président américain, parce que ces volte-face, elles ont un impact sur on va dire la sécurité de l'État d'Israël. Vous vous expliquez comment il est arrivé à cette conclusion quelques heures avant de lancer une attaque, finalement il ne fallait pas lancer une attaque parce que les Iraniens ne le voulaient pas, parce que les Saoudiens ne le voulaient pas? Parce que pour Donald Trump, les mots n'ont pas de valeur. Parce que pour Donald Trump, ça fait 55 ans qu'il passe sa vie devant des micros et des caméras. Donc pour Donald Trump, les mots et les caméras sont un jeu. Et donc, à partir du moment où le monde médiatique, à partir du moment où les analystes n'ont pas pris la position de considérer ce personnage pour ce qu'il est, eh bien, effectivement, on est toujours étonné, effaré. L'effarement, c'est que ce personnage-là soit président des États-Unis. Mais à partir du moment où on a décodé, où on a accepté sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de dire, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'effectivement, il faut toujours attendre la réalité des décisions et des faits, et toutes les déclarations, eh bien, sont à mettre de côté. C'est un peu radical, mais Ouais. comme point de vue. Mais voyez-vous, finalement, si on regarde la situation, eh bien, on est souvent confronté à cela. Il y a ces mots et il y a les décisions. Donc, il faut attendre effectivement ce qui se passe réellement avant de se prononcer. Non, mais ça veut dire que si la parole n'a plus la moindre valeur, les Iraniens, eh bien, ils n'ont plus qu'à rigoler. Et puisque finalement, toutes les menaces lancées par le président américain sont des menaces sans caution, sans véritable force. Ah bon? Ah, parce que nous avons quand même vécu, les Iraniens ont quand même vécu une guerre de 40 jours. Cela fait maintenant une dizaine de jours, ou peut-être un peu plus si on rajoute les interventions depuis le 7 avril, qu'il y a plus de 12 000 je dirais, cibles touchées par les bombardements israélo-américains. Le guide suprême de la République islamique a été tué, ainsi que des dizaines de hauts responsables militaires et politiques. Et comment peut-on croire, nous aussi, analystes et commentateurs, que cela n'a pas d'effet sur un pays? C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si, en étant français, il y a 3000 à 3500 objectifs détruits en France par des bombes. C'est comme si donc le président de la République avait été tué, ainsi que des dizaines de responsables. Croyez-vous que le pays serait toujours le même? Non. Et nous n'avons pas pensé à cela. Nous n'avons pas passé quelques dizaines de secondes ou quelques dizaines de minutes à analyser en profondeur quelle était la réalité iranienne Mais là, je vous d'un suis, pouvoir politique je comprends, Richard, éclaté. je comprends, Gérard, mais d'un côté, peut-être Donc que ils ne nous peuvent aussi... pas rigoler, voilà. Ils ne peuvent pas rigoler. Ah, Ils ne peuvent pas rigoler. il ne rigole pas, mais il donne l'impression, en tout cas, de rigoler. Il donne l'impression de gérer une sorte de chaos à l'échelon mondial, presque, au moins à l'échelon régional, puisque les Saoudiens ont peur des Iraniens. Les Émirats, pas encore, ils auraient bien aimé les Émirats que Trump attaque, mais les Saoudiens ont peur, les Koweïtiens ont peur, les pays du Golfe ont peur de l'Iran. Ça veut dire que même après ces coups de massue qu'ils ont reçus durant l'opération de ces 40 jours, eh bien, on a l'impression qu'ils sont toujours là et qu'ils rigolent du reste du monde libre, quoi.
Non, je pense que là, bon, vous employez des mots peut-être un peu forts, ne savez pas rire, rigoler, ce n'est pas vraiment le cas. Mais effectivement, ils ont une capacité de nuisance. Israël et les États-Unis sont des forces de puissance, des centaines d'avions, des sous-marins nucléaires, des porte-avions, etc., etc., des 10 000, 12 000 objectifs bombardés. Donc là, on est dans la puissance. Et les Iraniens, depuis 1979, sont dans un univers de nuisance. Ils sont souvent sous les radars, ils sont souvent par leur proxy, ils sont souvent sous les radars par les actes délictueux commis ici et là en Europe ou même aux États-Unis. Donc, voyez-vous, on a affaire à un système qui est tout à fait pernicieux et je ne pense pas que l'Arabie saoudite ou les États du Golfe aient peur. L'Arabie saoudite a secrètement, avec les États-Unis, mené des frappes en Iran. Et ils ont moins secrètement mené des frappes aussi en Irak, parce que ce sont les milices pro-iraniennes qui ont mené des bombardements sur l'Arabie saoudite. Donc il y a des prises de responsabilité, effectivement, pour l'économie mondiale. Il ne faut pas que nous partions vers le chaos que connaît intérieurement l'Iran. Il y a une poignée de dirigeants qui font fi de la vie de leur peuple. Nous ne pouvons pas, les États du Golfe ne peuvent pas faire fi de la vie de leur peuple. En Iran, il faut 1 900 000 rials pour avoir $1, n'est-ce pas? Donc voilà, alors cela ce n'est pas risible, il y a 90 millions de personnes qui sont dans cette situation-là, et le jour où les bombardements s'arrêteront pendant un certain temps, à ce moment-là, le peuple pourra songer à se révolter. Alors, Donald Trump, hier, dans ses déclarations, il a dit qu'il espérait parvenir rapidement à un accord. Dans la nuit dernière, il a précisé que les négociations allaient reprendre dès aujourd'hui. Et il a également dit que Israël s'était joint à lui à ce propos, c'est-à-dire en faveur d'un accord. Alors, ça reste à établir parce que ça semble peu probable. Aujourd'hui, on est très sceptique en Israël quant à l'efficacité ou la possibilité qu'un accord soit signé. On considère plutôt que les Iraniens essayent de gagner du temps. Mais le fait qu'Israël soit là, d'une certaine manière, sous la coupe de Donald Trump, est-ce que finalement, a fortiori, on va dire, après ces 40 jours, après que on ait pensé qu'on était véritablement l'allié privilégié des États-Unis, mais on se retrouve prisonnier quelque peu, un peu otage de cette politique instable de Donald Trump? Si vous voulez, la politique n'est pas instable. L'action contre l'Iran, elle est l'objet d'une coopération étroite, et vous le savez ô combien, entre Israël et les États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années. Toute l'auscultation du programme nucléaire iranien, les actions menées par Tsahal, menées par le Mossad contre l'appareil nucléaire iranien, eh bien, a été fait menées en étroite collaboration avec les États-Unis. Tout ce qui se passe depuis 2024, 2025, 2026, eh bien, est en étroite collaboration entre Tsahal et le Pentagone. Donc, il y a la réalité profonde, il y a, à mon humble avis, une cohérence entre les États-Unis et Israël sur le long terme pour aboutir à la chute de ce régime. Il y a eu le combat d'Israël contre l'ensemble des proxys, et Israël a gagné contre le Hamas, contre le Hezbollah, a abouti aussi à la chute de Bachar el-Assad, et les Houthis sont en très mauvais état. Donc maintenant, il y a eu en 2024 les premières frappes directes contre donc le Téhéran, 2025 la guerre des 12 jours, 2026 la guerre des 40 jours, plus des continuités. On va vers une étape supplémentaire qui est la chute de ce régime, et bien sûr, elle ne pourra se faire que par l'action intérieure. Une révolution se mène de l'intérieur. Donc il y a des étapes à venir, et c'est ça qui doit, je dirais, concentrer notre regard et nos analyses. Même si pour Israël, sur le plan sécuritaire, cette situation est problématique. Elle oblige les Israéliens à se préparer en cas d'attaque et à ne pas être prévenus, parce que là, visiblement, les Américains n'ont pas prévenu les Israéliens de ce retournement de situation.
Ah, hélas, 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 depuis combien d'années, combien de dizaines d'années, n'est-ce pas, la population israélienne est amenée à courir vers des abris. Donc, cette situation-là, hélas, 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 ces jours-ci, n'est potentiellement pas nouvelle, n'est-ce pas? Mhm. Donc, je crois que voilà, il faut prendre. Alors, c'est facile, nous sommes loin à quelques milliers de kilomètres, un peu de recul, je le reconnais, c'est très facile. Mais donc, cela fait partie de la vie israélienne et on sait qu'il y a l'objectif de venir à un Moyen-Orient pacifié avec la chute de ce régime. Et il faut effectivement accepter un baril à 100 ou 120 dollars pendant quelques temps et avoir le risque effectivement d'un embrasement un peu plus large du conflit. Eh bien, merci beaucoup, Gérard Vespierre, de nous avoir éclairé sur cette énigme qu'est le président américain, même si pour vous, l'énigme, vous l'avez résolue. Les mots n'ont pas d'importance pour Donald Trump, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir éclairé sur cette situation problématique, il faut bien l'avouer, au Moyen-Orient, d'un président américain qui menace et qui revient régulièrement sur ces menaces. À bientôt. Merci encore d'avoir été avec nous en plein mois d'août, au début de ce mois d'août. Bonnes vacances. Et de bonne heure. Vacances. Et voilà, on espère que ce mois d'août sera serein sur la scène internationale, on va le dire. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions. À bientôt. Au Voilà, revoir. au revoir.